Les podcasts du Figaro. C'est pas seulement le témoignage de quelqu'un qui est confronté à la maladie. C'est quelqu'un qui crie sa vie et son envie de vivre et ce que c'est que la vie, ce qu'elle vaut. Et c'est pour ça qu'il y a eu d'abord, je pense, cet élan-là. Clémentine lui a directement sauvé la vie. Et peut-être il y a d'autres personnes à qui c'est arrivé. Et ça, c'est, je pense, si elle était là pour l'entendre, elle en pleurerait de joie. Ça a été un vrai mariage, en fait. C'était pas un mariage à l'hôpital. L'hôpital était le lieu. Ce qui s'est passé, c'était comme n'importe quelle cérémonie. Il y a une urgence à changer. On a besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance, quoi. Bonjour, vous écoutez le podcast Les Engagés. Je suis Aude Barietti de la Garde, journaliste au Figaro. Toutes les semaines, nous recevons un homme ou une femme qui porte haut et fort, ou parfois plus discrètement, sa détermination à faire évoluer la société. Aujourd'hui, je reçois Grégoire Lecallot, époux de Clémentine Vergniaud, journaliste décédée le 23 décembre 2023 d'un cancer des voies biliaires à l'âge de 31 ans. Bonjour Grégoire. Bonjour Aude. Grégoire, ici, nous sommes entre journalistes. Votre femme Clémentine, décédée il y a un peu plus d'1 an, était elle aussi journaliste. Je voudrais commencer par vous demander ce qui a motivé votre choix pour cette profession et ce que vous aimez dans ce métier que nous partageons. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont motivé le choix. C'est d'abord la lecture d'un petit livre sur l'orientation au lycée, où je me suis un petit peu reconnu dans le portrait qui était fait d'un reporter. L'envie de bouger, de voyager, la curiosité, l'envie de comprendre, de rester un peu un étudiant toute sa vie, et puis un petit parfum d'aventure. Et pour Clémentine ? Clémentine, elle a toujours aimé ce métier dès l'enfance. Elle a été très attirée. Elle a fait un stage très tôt au Courrier de l'Ouest, donc le journal qui est dans les Deux-Sèvres vers Bressuire. Et elle, ce qu'elle voulait, c'était être utile. Elle le disait tout le temps. Et son utilité, ça passait à travers ça. Et comme elle avait en plus ce talent de conteuse, elle s'est très vite orientée de ce côté-là. Ça n'a pas été facile parce qu'il y a beaucoup de préjugés auxquels on se heurte encore, même aujourd'hui en France. Parce qu'on lui a dit non, c'est trop pour toi, ici les gens ne deviennent pas journalistes, ou tout simplement le préjugé est sexuel. Et elle a été déterminée comme elle l'a toujours été, et elle a fini par y arriver. Est-ce que c'est par ce biais que vous vous êtes rencontrés, par le journalisme ? Oui, enfin par le journal, entre guillemets, enfin la radio, parce que Clémentine est venue travailler dans la radio pour laquelle je travaille. Et donc, comme beaucoup de gens, on s'est rencontrés sur le lieu de travail. Nous n'avons pas connu Clémentine. Est-ce que vous pourriez expliquer, raconter à nos auditeurs qui elle était ? Alors ça, c'était une grande question difficile à résumer. Mais s'il y a vraiment quelque chose de fort à dire de Clémentine, c'est effectivement ce caractère très fort, cette détermination. Et en même temps, quelqu'un de très tourné vers les autres, qui cherchait toujours à aider, toujours à accompagner, que ce soit dans la sphère professionnelle ou pour moi dans la sphère privée. Et une grande sensibilité aussi. C'était quelqu'un qui laissait parler ses émotions. Mais vraiment, la détermination, c'est quand même, je dirais, sa ligne de force, quoi. En 2022, elle apprend qu'elle est atteinte d'une forme rare de cancer des voies biliaires. Elle décide alors de raconter son quotidien dans un podcast qui s'appelle « Ma vie face au cancer », qui compte 16 épisodes. 10 ont été publiés en juin 2023 et 6 en janvier 2024 après son décès. Ce podcast d'une grande sensibilité a été diffusé sur France Info, votre radio donc. Il a rencontré un important succès. Qu'est-ce que voulait faire Clémentine avec ce podcast ? Quelle était son intention, son objectif ? Je crois d'abord qu'il y avait quelque chose de très intime dans ce podcast. Enfin, d'abord, elle voulait faire un livre. Donc, elle avait commencé à écrire. Et puis après, c'est un collègue, Samuel Aslanov, qui est rédacteur en chef à France Info, qui est venu lui proposer ça. Et ils se sont rencontrés tous les deux sur cette histoire. Mais je crois que pour Clémentine, c'était d'abord un besoin vraiment qui partait de son corps. Parce que très vite, on lui a dit dans cette maladie qu'elle avait très peu de chances de survivre. Et donc, elle allait disparaître et que son avenir allait disparaître. Quelque part aussi, elle a senti, comme elle était très jeune, qu'elle n'avait pas vraiment eu de longue carrière, que c'était aussi elle-même, tout son passé, tout ce qu'elle avait fait, tout ce qu'elle était, qui risquait de disparaître. Elle s'est dit, qu'est-ce qui va rester de moi dans 20 ans, dans 30 ans, quand mes collègues auront fait leur chemin ?
Et sans doute, c'est pas qu'ils l'auront oublié, mais que le souvenir sera devenu lointain, etc. Et donc, c'est vraiment un cri de vie, en fait, de « j'existe, je suis ». C'est aussi pour ça qu'il a cette forme si particulière, et je crois qu'il a su toucher les gens. C'est parce que c'est pas seulement le témoignage de quelqu'un qui est confronté à la maladie. C'est quelqu'un qui crie sa vie et son envie de vivre et ce que c'est que la vie, ce qu'elle vaut. Et c'est pour ça qu'il y a eu d'abord, je pense, cet élan-là. Et ensuite, comme je vous le disais, elle a perçu la possibilité, à travers ce podcast, de rester utile par-delà sa mort, de rester présente, de continuer à exister, même si elle ne vivait plus. Elle continue à avoir cette existence numérique et cette existence pour les autres. J'ai beaucoup de témoignages qui le racontent. Les gens pensent à elle souvent parce que c'est quelqu'un qui a marqué, y compris des personnes qu'elle ne connaît pas du tout. Et en y pensant, il lui redonne un peu cette étincelle de vie. Quel épisode du podcast vous a le plus marqué à titre personnel et pourquoi ? Alors, on a tendance à penser que c'est l'épisode de la fin ou l'épisode du mariage. Mais pour moi, il y a eu quelque chose de plus important. C'est le dernier épisode de ce qu'elle a appelé sa première saison. Je reprends ces termes parce que c'est elle qui parlait comme ça. C'était quelqu'un vraiment de sa génération, Clémentine. Donc, les séries, etc., c'était des épisodes, c'était des saisons, etc. Donc, le dernier épisode de sa première saison, qui s'appelle Les Châteaux de Sable, ça parle de ce moment où elle a sa deuxième chance avec la vie. À cette époque-là, on avait quelques difficultés, tous les deux, parce qu'on n'était pas d'accord sur certaines choses, et notamment sur est-ce qu'il fallait s'installer ensemble ou pas. Et en écoutant cet épisode, ça m'a fait sonner un peu des cloches dans l'esprit, des choses que j'avais déjà entendues de la bouche d'autres personnes, qui m'ont permis de réfléchir et de m'ouvrir en fait à ce qu'elle était et à ce qu'elle vivait, à la façon dont elle le vivait. Et notamment, voilà, quand elle raconte que, je résume, mais que elle a envie de vivre, une envie de vivre énorme, et quelles que soient les circonstances, et qu'elle a plus envie de s'embêter avec des petites choses. Et ça, je l'avais déjà entendu de la part de quelqu'un d'autre qui avait survécu à un cancer et qui avait effectivement une attitude comme ça, parfois très entière, mais parce que c'était quelqu'un qui avait décidé de vivre à 100%. Et moi, cet épisode-là, je l'ai écouté avant que ça paraisse, parce que j'ai triché, j'ai été dans les brutes de la radio, ça elle le sait pas. Ça m'a fait réfléchir à la situation, et ça m'a permis de revenir sur ma position, et de revenir voir Clémentine, et qu'on puisse se mettre d'accord, tous les deux, et ainsi notre histoire a pu continuer. Vous évoquiez à l'instant votre mariage. Clémentine et vous, vous êtes mariés à l'hôpital le 4 octobre 2023. Ce dont je me rappelle, parce que je suivais déjà l'histoire de Clémentine à ce moment-là, c'est la photo de la haie d'honneur qui a été publiée dans la presse, notamment après. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette journée si particulière, ce mariage à l'hôpital ? Ça a été un vrai mariage, en fait. C'était pas un mariage à l'hôpital. L'hôpital était le lieu, mais là, ce qui s'est passé, c'était comme n'importe quelle cérémonie. D'abord, Clémentine était magnifique. Elle raconte un peu dans le podcast et dans le livre comment ça s'est passé, comment elle m'a demandé en mariage. Et personne n'aurait juré que quelques jours avant, elle était entre la vie et la mort. Après un accident cardiaque, c'est ça ? Après un accident cardiaque, oui. Son cœur a vraiment failli s'arrêter. Et quand on la voyait dans sa robe de mariée, qu'il a fallu trouver un dimanche, donc ses sœurs ont été des véritables héroïnes là-dessus, qu'il a fallu non seulement trouver, mais faire refaire. Elle s'avançait comme ça. Enfin, vraiment, c'était une princesse, quoi. De conte de fées, avec ses cheveux courts, on dirait une gravure de mode des années 30. Enfin, elle est vraiment très très belle. Et la voir arriver dans sa chambre comme ça, poussée par son père, parce que elle était quand même dans un fauteuil, c'était quelque chose de renversant. Moi, à la base, je suis pas très mariage, et j'ai découvert la force de cet engagement à travers le souhait de Clémentine, à travers son regard, à travers son discours, qui a été en partie retranscrit dans le podcast, les mots qu'elle a donnés, cette force de dire qu'on sera toujours l'un à côté de l'autre, quelle que soit la fin. Ça a été une journée qui me marque encore, en fait, qui me suit encore et qui me porte encore.
qui s'est terminée pourtant comme une soirée à l'hôpital. Elle était fatiguée, elle s'est mise en pyjama et on a pris tous les deux des photos. Moi, j'ai remis mon nœud papillon parce qu'on m'avait conseillé de l'enlever, ce qui était un peu dommage en fait. Donc je l'ai remis et on a pris la photo dans le lit et sur une des photos, vous savez, avec les téléphones, des fois vous avez comme ça, c'est quelques dixièmes de seconde de mouvement. Et quand je passe la photo, elle cligne des yeux et j'ai l'impression qu'elle me fait un clin d'œil. Clémentine est décédée le 23 décembre 2023, 2 mois et demi après ce mariage. Quel souvenir avez-vous envie de garder d'elle et de partager à nos auditeurs? Quel héritage laisse-t-elle derrière elle? Je pense que l'héritage qu'elle laisse, c'est ce livre principalement. Parce que dans ce livre, il y a vraiment tout ce qu'elle est. Et c'est ce qu'elle voulait écrire. Elle aurait écrit Clémentine, c'est sûr. Et elle voulait encore, après la publication du podcast, ça restait son projet. Elle était allée voir les éditions internes qui permettent de publier des éléments que produit Radio France. Elle voulait encore ce livre. Et puis à la toute fin, elle avait renoncé parce qu'elle estimait ne pas avoir assez écrit. Et en fait, ce sont les éditions qui sont revenues vers moi, vers Samuel Aslanov. Et on a réfléchi ensemble et on s'est dit que finalement, si, c'est les retranscriptions qu'on lisait. Moi, j'ai lu ce texte de choses que je connaissais par cœur. Je les avais vécues en Dolby, en stéréo, en tout ce que vous voulez. Mais en lisant les pages, en l'occurrence, c'était le début, avant, c'était son examen, je me suis pris à espérer qu'à la page suivante, ça allait pas se passer comme je savais que ça allait se passer. Et là, j'ai compris que c'était un livre, un vrai livre que j'avais sous les yeux, que c'était pas la même chose que le podcast, en fait. Ça me faisait pas la même chose. Le podcast, on s'assoit, on l'écoute, il y a sa voix. La voix, c'est un médium aussi, ça fait passer des choses. Le livre, on le reçoit directement, dans son intimité. On le recrée, en fait. Et ça, c'est totalement différent. Cet objet, ce livre qui est, pour moi, et pour son éditeur aussi, et c'est pour ça qu'on a choisi cet éditeur-là, Bernard Comment, qui avait compris ce qu'était ce texte. C'est plus qu'un témoignage, c'est un objet littéraire, c'est un texte de littérature. Parce que c'est une expérience de vie, mais c'est quelque chose d'extrêmement profond et intime qu'elle laisse. Donc son héritage, pour moi, c'est d'abord ça. C'est d'abord cette façon d'être avec les gens qu'elle voulait aider et d'y être concrètement à travers la présence d'un objet, à travers sa photo dans la bibliothèque de quelqu'un. Ça, pour elle, je pense que c'était quelque chose mais d'énorme, en fait. Son nom dans la bibliothèque, dans les librairies. Elle aimait, elle tenait à l'écrit, Clémentine. Ça avait beau être une femme de radio, elle voulait toujours que les choses soient écrites et que son nom soit écrit sur la couverture de ce livre. Ça, je pense que c'est le plus grand héritage qu'elle pouvait rêver. Je le rappelle, ça s'appelle Le journal de Clémentine, ma vie face au cancer, et c'est paru aux éditions du Seuil le 4 octobre 2024. Quel est l'hommage rendu à Clémentine qui vous a le plus touché? Il y en a eu beaucoup depuis sa mort. Quel est celui qui vous a le plus marqué? Tous m'ont beaucoup marqué. J'ai été à chaque fois tellement marqué que souvent j'avais du mal à revenir derrière. Mais celui qui me vient en tête, il est très récent. C'est une dame qui un jour a écrit à la médiatrice de Radio France pour lui raconter ce qui lui était arrivé. Elle écoutait la radio et elle a entendu, comme ça, c'était un jour où justement la radio rendait hommage à Clémentine. Et elle a entendu ces témoignages. Un matin, comme ça, donc elle a arrêté de faire ce qu'elle faisait, comme on espère tous que la radio va faire. C'est-à-dire, en gros, chers auditeurs, on espère que ça va vous mettre en retard, en fait. Donc, elle s'est arrêtée et elle a entendu ça, une jeune femme qui se battait contre ce cancer, les mots qu'elle utilisait, sa voix, etc. Et elle y a pensé toute la journée. Et elle s'est dit, moi aussi, je vais faire des examens. Et en fait, le soir, elle s'est palpée et elle s'est trouvée une boule sous le sein. Et c'était cancéreux. Et donc, elle s'est fait soigner. Et aujourd'hui, donc, elle est surveillée. Et là, Clémentine lui a directement sauvé la vie. Et peut-être qu'il y a d'autres personnes à qui c'est arrivé. Et ça, c'est, je pense, si elle était là pour l'entendre, elle en pleurerait de joie. La famille de Clémentine a lancé une cagnotte qui a rassemblé plus de 100 000 €. À quoi serviront ces fonds? Alors, ce sont des fonds qui vont servir directement à financer des thèses de recherche médicale. Là, on a réuni de quoi financer une première thèse. En février, avec les partenaires médicaux qu'on a choisis, en l'occurrence l'association ACABI, c'est-à-dire l'association d'études des cancers des voies biliaires, qui regroupe beaucoup de praticiens français reconnus qui s'occupent de ce cancer, qui est encore un cancer assez méconnu, même s'il est quand même présent, et qui se développe de plus en plus, malheureusement. Donc on va proposer aux équipes médicales de nous amener des sujets de thèse sur 3 ans qu'on va financer et qui vont servir à faire, on l'espère, avancer la recherche dans les directions qu'on aura choisies.
On n'a pas l'intention de financer qu'une seule thèse, on a l'intention de pérenniser cette action. C'est pour ça qu'on s'est réunis avec nos partenaires, donc d'une part les partenaires scientifiques à travers cette association dont j'ai parlé, et une association de patients qui était jusqu'à présent consacrée au pancréas, qui est un cancer avec plein de guillemets, parce que si des médecins écoutent, je vais me faire attraper mes voisins, en tout cas géographiquement dans le corps. Et c'est une association de patients qui s'occupe des malades, des familles, qui va aider, qui va les épauler, qui va leur donner un soutien. Et cette association, elle a développé une branche autour des voies biliaires de manière à ce qu'il y ait des référents, à ce qu'on puisse sensibiliser aussi le corps médical à l'existence de ce cancer, parce qu'il y a des vies à sauver aussi avec le diagnostic. C'est des cancers qui sont extrêmement vicieux, tout comme le pancréas, qui se cachent et quand ils sortent de leur tanière, c'est presque souvent déjà trop tard. La moindre suspicion, il faut agir très très vite et agir tout de suite et faire les bons examens. Donc il faut avoir ça à l'esprit. Et c'est normal qu'on ne l'ait pas parce que 3000 cas, 4000 cas par an, c'est beaucoup. Hein. C'est l'équivalent des accidents de la route. Mais par rapport à d'autres cancers, les médecins n'ont pas forcément en tête. Donc on veut aussi agir par ce biais-là. Et nous, dans ce trépied, ce tripode qu'on crée, on est en gros la branche financement qui va chercher de l'argent et qui va essayer d'alimenter la petite chaudière de la recherche scientifique en disant aux scientifiques français, voilà, maintenant il y a un canal de financement sur ce cancer qui va être ouvert, ce qui n'était pas vraiment le cas jusqu'à présent. Donc réfléchissez, pensez-y, faites-nous des propositions et nous, on va essayer de financer vos propositions. C'est aussi à ça que serviront les droits d'auteur du livre ? Quand on achète un livre, effectivement, au lieu d'être reversé à l'ayant droit, les droits d'auteur sont reversés donc au fonds Clémentine Vergniaud contre le cholangiocarcinome, qui est le nom scientifique de sa maladie. Donc ces droits d'auteur vont aller alimenter le financement de ces thèses de médecine contre le cancer des voies biliaires. Donc chaque fois qu'on achète un livre, on aide la recherche. Pendant 1 an et demi, vous avez été aidant auprès de Clémentine. Ce que je voudrais vous demander, c'est de votre expérience, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire à un aidant ? Comment aider un aidant finalement ? Il faut être déjà à ses côtés pour lui faciliter les démarches administratives. Que ce soit tout ce qui est autour de la prise en charge de la personne, les assistants sociaux dans les hôpitaux, les associations de lutte contre le cancer, comme par exemple les principales qui sont l'ARC ou la Ligue contre le cancer. Quand l'aidant pose une question, quand l'aidant prend son téléphone pour faire l'effort d'aider, il faut être vraiment présent. Il faut apporter des solutions concrètes. Il faut s'engager pour aider ces aidants parce que, tout comme le malade, on est projeté dans cette guerre, parce que je ne sais plus qui utilisait cette comparaison, mais un cancer, c'est comme une bombe, un missile qui éclate sur un marché, comme on le voit en Ukraine. Tout d'un coup, tout est dévasté autour. On ouvre les yeux et ce qui était là la seconde d'avant, c'est plus là. Donc, il y a beaucoup d'inconnus là-dedans. Et nous, on a, par exemple, découvert très, très tardivement, quelques mois seulement avant sa mort, qu'il existait des associations, des structures qui pouvaient nous aider au quotidien, qui pouvaient envoyer des infirmiers pour aider Clémentine à se laver, à bouger, à prendre ses médicaments. On n'a pas pu avoir ces informations-là. Et ça, quand on les a eues, pour nous, ça a été un immense, immense soulagement. Et puis après, globalement, il y a la bienveillance, quoi. Et ça, moi, je l'ai rencontrée, j'ai eu la chance de la rencontrer pour des choses très concrètes. Par exemple, trouver une chaise pour la transporter dans l'escalier quand elle a voulu rentrer chez elle, parce que c'était la dernière fois de sa vie qu'elle rentrait chez elle. On l'avait fait une fois, ça avait été très difficile, il a fallu que je la porte sur mon dos dans l'escalier, comme un petit koala. Elle a eu mal après, enfin bon. L'équipement médical qui permet de le faire, qui est une espèce de chaise à porteur en fait, hein, on le trouve pas partout. Et je me suis heurté à des structures, des magasins qui voulaient ni louer, ni donner, qui me proposaient d'acheter la chaise à 3000 €. Et donc je suis allé à la boîte d'à côté, dans la rue d'à côté, qui est une petite boîte d'ambulance. Et là, ils m'ont accueilli, ils m'ont dit, mais il y en a à la cave, vous descendez, vous les prenez, vous les utilisez tant que vous voulez, et puis après vous nous les ramenez, et si vous en avez encore besoin, vous revenez. Point final. Bon, j'en ai pleuré sur le trottoir. Parce que la générosité, aussi basique que ça, on l'oublie, mais dans nos vies quotidiennes, mais c'est ce qui nous porte en fait. C'est ce qui fait qu'on est des hommes en fait. C'est ça. Notre émission touche à sa fin. Je voulais vous poser notre question rituelle de fin d'émission. Si vous étiez à ma place, qui serait votre engagé ?
Mon engagé serait quelqu'un que je connais, que je côtoie, avec qui justement je travaille, et qui est une professeure de médecine, qui s'appelle Cindy Nozillet, qui est professeure à l'Institut Curie, et qui est donc spécialisée dans les cancers des voies biliaires, et qui est la présidente de l'association ACABI. Parce que la vie d'un professeur de médecine, on n'a pas besoin de faire un dessin sur ce qu'est son emploi du temps, elle est toujours disponible. Elle sait toujours expliquer les choses les plus complexes de manière extrêmement simple, et d'être convaincante, d'être percutante. Elle s'engage, y compris quand on lui demande de nous donner du temps pour pouvoir avancer, pour chercher des financements par exemple. Elle est toujours très volontaire. Et ça, c'est quelque chose qu'elle a appris d'un autre professeur de médecine qu'on connaît, puisque c'est celui qui a soigné Clémentine, qui est le professeur Pascal Hamel, qui est à l'hôpital Paul Brousse, et qui, quand Clémentine est arrivée, la première chose qu'il lui a dit, c'est « on va soigner votre maladie ». Enfin, il savait déjà qu'on ne pourrait pas la guérir, mais il a dit « on va aussi soigner votre inquiétude ». Et ça, qui est cet engagement-là, qui rend ce métier différent d'un technicien. En gros, il ne faut pas faire comme le Dr House, il faut faire comme le professeur Nozillet et comme le professeur Hamel. Il faut être très proche de ses patients. Merci Grégoire. Merci Aude. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Aude Barietti de la Garde, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver les engagés du Figaro sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.